le retour du soleil et ça fait plaisir. Deuxième chose, l'eau, je crois que cette année, on en aura suffisamment, contrairement d'ailleurs à l'année dernière. Bon, je suis très heureux de vous retrouver en ce débrief hebdo, messieurs, dames. On va faire très rapide, plus rapide possible. Et en même temps, il y a quand même pas mal d'éléments à retenir de cette semaine sur les marchés et surtout à venir la semaine prochaine. Alors, premièrement, d'un point de vue macro, pourquoi est-ce que les marchés continuent comme ça à revenir quasiment, alors en tout cas pour certains, revenir sur leur record historique, en tout cas pas très loin. Tout simplement parce qu'on avait eu le chiffre du NFP la semaine dernière, l'emploi aux États-Unis, qui était ressorti nettement sous les attentes, quasiment 2 fois moins de création d'emplois que prévu aux États-Unis. Donc du coup, le marché se dit s'il y a beaucoup moins d'emplois, vu que la Fed en fait un petit peu son cheval de bataille avec l'inflation et regarde beaucoup moins la croissance, s'il y a beaucoup moins d'emplois, ça veut dire que la Fed est susceptible d'alléger et d'assouplir sa politique monétaire et notamment ses taux d'intérêt. Donc le marché du coup se ravise à ce niveau-là. Ça a permis de détendre le taux d'intérêt, les taux d'intérêt longs aux États-Unis à 10 ans et également le dollar américain et du coup par effet de contagion provoqué notamment sur les actifs risqués une nouvelle progression. Alors aujourd'hui un peu la grande question en fait qu'on est en mesure de se poser, c'est est-ce que la Fed va plutôt privilégier un assouplissement de sa politique monétaire si l'emploi continue à se dégrader en faisant du coup abstraction d'une inflation qui est en train de remonter. Donc là, il y a deux éléments pour le moment qui sont pas alignés, ce que j'appelle un peu les planètes qui sont pas alignées pour que la Fed puisse baisser ses taux. Est-ce qu'elle va privilégier plutôt l'emploi ou est-ce qu'elle va privilégier plutôt l'inflation? Et ça, la réponse justement, la Fed l'aura que dans quelques mois, au fur et à mesure des nouveaux chiffres qu'on aura au niveau macroéconomique, en tout cas au niveau des États-Unis. Alors d'ailleurs, pour rester au niveau des États-Unis, vous savez que cette année, les élections américaines et Joe Biden accélère un petit peu sa pression envers notamment la Chine. Vous vous rappelez, le mois dernier, les États-Unis, donc Joe Biden, au travers de Joe Biden, avait déjà proposé le mois dernier des nouveaux tarifs douaniers de l'ordre de 25% pour tout ce qui est acier et aluminium chinois. Et il devrait, alors ça devrait être annoncé mardi, dévoiler de nouveaux tarifs douaniers, mais cette fois-ci au niveau de tout ce qui est véhicules électriques, batteries et le secteur notamment solaire. Donc de nouvelles annonces devraient être apportées d'ici mardi. Il faut savoir également que la Banque d'Angleterre, de son côté, puisqu'on parle aussi des banques centrales, pourrait réduire ses taux d'intérêt cet été, comme d'ailleurs la Banque Centrale Européenne. Pourquoi? Tout simplement parce qu'au Royaume-Uni, l'inflation est en train de baisser. On a la croissance qui est en train de se stabiliser, de remonter légèrement. On est à peu près autour d'une croissance du premier trimestre de 0,4%. Elle prévoit, la Banque Centrale d'Angleterre, une croissance de 0,2% pour le deuxième trimestre. L'inflation, selon elle, devrait tomber à 1,9% dans 2 ans. Donc très optimiste, et 1,6% en 2027. Donc on a le temps de voir venir. Mais effectivement, pour le moment, les taux de la Banque Centrale d'Angleterre sont au-delà de 5%, 5,25% exactement. Et elle est donc susceptible pour le moment de le faire. En tout cas, c'est ce qu'elle prévoit. Et c'est aussi la raison pour laquelle, vous l'avez vu, et ça je vous en avais déjà parlé, le FTSE, l'indice anglais, progresse. C'est l'indice le plus fort parmi tous les indices, notamment que j'observe et que je trade depuis maintenant plusieurs semaines, notamment lié justement à cette anticipation de baisse des taux de la Banque Centrale d'Angleterre. Côté Suède, Banque Centrale a abaissé son taux directeur de 25 points de base. C'est la première fois qu'elle le fait en 8 ans. Première fois également de ce siècle que la Banque centrale suédoise baisse ses taux d'intérêt avant celle de la Fed. Donc on voit que globalement en fait les banques centrales commencent effectivement à changer un peu leur fusil d'épaule après cette remontada des taux d'intérêt depuis ces dernières années. Côté Turquie, alors là en termes d'inflation on est sur des niveaux stratosphériques et pour autant en Turquie l'inflation devrait être divisée par 2. Elle devrait donc être à 36%. 36% d'inflation en Turquie. C'est d'ailleurs une prévision beaucoup plus optimiste finalement que ce que le marché attendait. Donc là aussi une inflation qui est quand même assez importante et qui devrait donc baisser et continuer dans ce sens-là. Alors côté point chaud, on a les 7 magnifiques, les 7 plus grosses boîtes au monde. On a du Amazon, du Nvidia, du Microsoft, vous les connaissez, du Alphabet. Et on a globalement en fait les administrateurs qui sont en train de vendre leurs actions tout simplement. Alors ils ont gagné énormément puisque les 7 magnifiques ont explosé ces derniers mois. Depuis fin 2023, ils n'avaient pas réduit leur participation globalement depuis 9 ans. Ils sont en train de le faire. Globalement, les ventes d'actions leur ont permis de gagner quand même 160 millions de dollars. Et aujourd'hui, c'est en train un peu de s'accélérer. Donc on sort effectivement un petit peu certaines actions. On a par exemple Zuckerberg qui a dit qu'il vendait principalement dans le cadre d'un plan de négociation
pour financer sa philanthropie et celle de son épouse. Donc aujourd'hui, voilà, on a les 7 magnifiques qui sont en train effectivement de s'alléger un petit peu dans le secteur. Prise de bénéfices quand même légitime. À un moment donné, il faut aussi savoir sortir progressivement. Alors pour rester sur la partie micro, on a Tesla qui va changer un petit peu de stratégie. Ces dernières années, on va dire son cheval de bataille, le nerf de la guerre, c'était notamment les bornes de recharge. Donc ils en ont mis partout et c'est ce qui fait du coup le succès notamment de ces véhicules électriques, de pouvoir recharger facilement et rapidement. La stratégie d'Elon Musk a changé. Il avait annoncé justement licencier quand même 500 personnes dans ce domaine d'activité et il pourrait du coup vendre notamment une partie justement de ces infrastructures à BP qui souhaite elle investir 1 milliard de dollars dans justement l'infrastructure de recharge de véhicules électriques aux États-Unis d'ici 2030 et dont d'ailleurs 500 millions de dollars d'ici les 2 à 3 prochaines années pour fournir quand même 3000 bornes de recharge. Donc du coup ça fait bouger un petit peu l'action Tesla mais sans plus. Il y a également Elon Musk qui a toujours tweeté, qui aime beaucoup X pour ne pas dire Twitter parce que sinon ça fait vieux. Warren Buffett devrait racheter Tesla. Ce serait une décision évidente. Warren Buffett, si tu nous écoutes, si tu écoutes Elon Musk, un petit conseil comme ça, rachète la boîte directement, t'emmerde pas. Concernant les publications aussi qu'on a eues cette semaine, on a eu par exemple Disney, où les perspectives étaient plutôt moyennes, notamment au niveau de la croissance de ses abonnés au streaming. Ça a baissé depuis le Covid. Pendant le Covid, ça a explosé, ça continue à monter et à croître. Là, c'est en train de ralentir un petit peu. Bon, en même temps, je pense que les gens, à un moment donné, ils ont fait le tour. Puis, avec ces beaux jours, peut-être qu'ils ont aussi un peu autre chose à faire, notamment au cours de ces prochains mois. Et puis, on a également les visites dans les parcs qui devraient un peu ralentir par rapport au niveau max qu'on a connu après le Covid. Bien évidemment, tout le monde est parti après faire des parcs d'attractions après le Covid et après être resté enfermé pendant des mois. Donc, publication plutôt relativement mitigée. On a également Berkshire qui a annoncé donc une participation de plus de 135 milliards de dollars dans Apple. On était à 160, quasiment 175 milliards de dollars à la fin de l'année. Ça renforce du coup la trésorerie de Berkshire. On atteint des niveaux records en termes de cash. Ça, vous le savez, j'en avais déjà parlé il y a quelques mois. Cash actuellement pour Berkshire, 189 milliards de dollars à fin mars. En plus de ça, Buffett a dit que ça ne le dérangerait pas d'amasser des liquidités, cash is king comme on dit, et son niveau de poche de liquidité pourrait atteindre 200 milliards de dollars d'ici la fin du trimestre, sachant que bien évidemment ces liquidités, cette trésorerie bénéficient de taux d'intérêt qui sont élevés, ce qui lui a permis quand même accessoirement de générer quasiment 2 milliards de dollars juste de ses revenus d'intérêt de cash qu'il a. Donc 200 milliards de dollars, c'est le cash qu'il devrait avoir d'ici la fin du trimestre. Alors du coup, concernant la publication des entreprises, on a plus des 3/4 qui ont publié. Globalement, on a quasiment 80% d'entre elles qui font mieux que prévu en termes de bénéfices. Ce qui est important, c'est les bénéfices surtout. On a également des prévisions, des perspectives en tout cas de résultats qui sont supérieures aux attentes. 15% d'entre elles ont fourni des perspectives qui étaient supérieures à ce qu'on attendait. Ça semble comme ça relativement important, mais finalement c'est le deuxième chiffre le plus bas depuis le Covid. Donc les perspectives sont pas folles. J'en avais déjà parlé il y a 2 semaines dans le débrief hebdo, où il y avait quand même un peu plus d'entreprises qui révisaient à la baisse leur objectif de bénéfice net par action que celles qui la révisaient à la hausse. Donc ça nous donne du coup un peu une latéralisation, et c'est pour ça aussi que l'ensemble des indices américains, on l'avait déjà vu ensemble, avait un petit peu détendu cet élastique qui était tendu quand même depuis maintenant plusieurs semaines, plusieurs mois. Le marché dans son ensemble, pour épaissir le trait, avait perdu 5%. Pourquoi? Parce qu'on avait des niveaux de valorisation qui étaient énormes, au-delà de 20 fois les bénéfices concernant le SP500, et on avait également des prévisions finalement d'entreprises qui étaient pas forcément à la hauteur de ce qu'on attendait, mais en tout cas en termes d'anticipation plutôt prudente. Donc du coup c'est pour ça que le marché avait consolidé de manière globale, et d'ailleurs ça me permet tout de suite de faire la transition avec la partie technique. Donc consolider oui, mais pas vraiment finalement de correction. On avait vu effectivement, notamment sur le SP500 et sur d'ailleurs tous les indices américains, ils étaient passés en tendance baissière en s'installant en dessous de zones de support clés. On est passé sous ces zones de support clés, ce qui a dégradé du coup les tendances en données journalières, absolument pas en données hebdomadaires. On était revenu d'ailleurs pile poil sur les moyennes mobiles à 20 semaines, ce qui était du coup une zone de support. Alors certains sont un petit peu plus bas, d'autres sont restés un petit peu plus haut. C'est toujours un petit peu la force relative des uns par rapport aux autres, la surperformance et la sous-performance. Mais globalement, on était dans des tendances baissières, et je vous avais dit il y a 2 semaines, je surveillais finalement le retour de ces indices-là, surtout les indices américains, plus faibles que les indices européens, qui eux sont plutôt soutenus
part une banque centrale européenne qui devrait baisser ses taux directeurs au mois de juin. Et je surveillais du coup le retour, ce qu'on appelle un pullback, sur ces précédentes zones support. Et si on devait faire des breakouts baissiers daily sous ces zones, ces précédentes zones de support, donc nouvellement zone de résistance, alors ça me donnerait un signal pour reprendre des positions en intra-swing, ce qui n'a pas eu lieu. Donc du coup, en fait, tout de suite, le marché finalement s'est empressé de pricer peut-être des baisses de taux un peu plus importantes vis-à-vis de la Fed, et on l'a vu tout à l'heure, grâce à un marché de l'emploi qui était quand même nettement inférieur à ce qu'on attendait en termes de création de postes. Et donc du coup, en fait, le marché s'est empressé finalement à réintégrer tous ces ranges daily dans lesquels les marchés étaient donc en situation de neutralité. Donc en fait, au début du mois d'avril, on a eu les vendeurs qui avaient commencé à prendre la main. On a eu ces échecs sur ces gros niveaux de résistance hebdomadaire caractérisés par des bornes hautes de canaux ascendants, et ensuite une dégradation en daily. Plutôt en fait les vendeurs qui commençaient à prendre la main. Et finalement, au début de ce mois de mai, qu'est-ce qu'on a? On a les acheteurs qui sont en train de reprendre la main, avec notamment ce NFP qui était sous les attentes. Donc aujourd'hui, finalement, on revient quasiment au milieu. Alors ça dépend encore une fois des indices, plus ou moins au milieu de ces ranges. En tout cas, on revient dans une tendance neutre en daily sur les 3-4 indices américains, Nasdaq, SP500, Dow Jones, également le Russell 2000. Je n'avais plus donc de position à la vente comme je vous ai dit, et j'attendais justement qu'on ait des dégradations techniques, tout simplement. Il faut attendre des signaux que le marché nous donne pour nous dire ok, le marché nous donne entre guillemets raison, et donc c'est à ce moment-là qu'on engage des nouvelles positions. Les tendances baissières ne sont plus, les signaux baissiers n'ont pas eu lieu, et donc c'est plutôt une pression haussière qu'on a eu en intraday. Alors en intraday, ça c'est la deuxième chose importante, en intraday on est toujours dans des tendances haussières. Alors comment on fait en intraday pour déterminer justement ces notions de tendance? On utilise des moyennes mobiles par exemple, on utilise des niveaux clés, des niveaux de retracement, etc. Vous savez que j'aime bien les niveaux de retracement de 50% des derniers mouvements, ce qui permet justement après derrière de déterminer ce que j'appelle des polarités. En fait, ce sont tout simplement des casquettes en disant tant qu'on est au-dessus de ces niveaux-là, tant qu'on est au-dessus de ces niveaux de polarité, on est toujours plutôt dans un sens acheteur, donc on va chercher à acheter notamment en intraday. Et si on est en dessous de ces niveaux de polarité, je vais chercher à vendre. Et si on repasse au-dessus, j'arrête les ventes. Et inversement, si je suis à l'achat et que j'ai une polarité positive, si je repasse en dessous de cette polarité, j'arrête les achats. Et pourquoi pas reprendre des positions à la vente derrière. Bref, en fait, ça me donne une sorte de casquette et une ligne directrice. Et cette ligne directrice, en fait, tout au long de la semaine, elle a été positive. Toutes les polarités ont été positives toute la semaine. Certains indices ont un petit peu hésité. D'ailleurs, on voit aussi le Nikkei qui a quand même un peu plus de mal que les autres indices. Mais globalement, finalement, tout est positif. On a surtout des indices européens qui sont encore très forts par rapport aux indices américains. Et ça le reste. Il y a deux éléments aujourd'hui. En fait, c'est toujours un petit peu la problématique. C'est-à-dire que selon les unités de temps, finalement, on a des niveaux de timing qui sont complètement différents. Par exemple, en hebdomadaire, donc en données un peu plus longues, en fait, on revient sur les mêmes niveaux de résistance du coup qu'on vendait il y a quelques semaines. Au début du mois d'avril, ces zones de résistance ont parfaitement joué leur rôle. Derrière, on a vendu, en tout cas me concernant, j'ai travaillé surtout le SP500 de 5200 points jusqu'à 4980 points, qui était mon objectif, mon TP2 swing. Donc mon objectif, c'était la MM20, retour sur MM20 weekly, ça a été parfaitement atteint. Depuis, on a un petit peu brouté pendant une semaine. Et puis, comme je vous ai dit, au début du mois de mai, finalement, derrière, hop, il y a eu une ascension. Et donc, cette reprise notamment des acheteurs, en fait, permet finalement à ces indices de revenir sur les mêmes niveaux que je vendais et qu'on vendait, en fait, il y a maintenant un mois et demi, 2 mois. Donc aujourd'hui, en weekly, on est plutôt dans un timing vendeur. Maintenant, on se met en daily. En daily, on est dans une tendance neutre, proche de bornes hautes de range. Mais la tendance de fond reste haussière. Donc attention, tant qu'il n'y a pas de signal sous ces niveaux-là, c'est-à-dire quoi? C'est au moins un breakout baissier daily, donc rupture des plus bas de la veille, au moins, et ce serait encore mieux même d'avoir ce qu'on appelle un avalement, donc une clôture journalière en dessous des plus bas de la bougie précédente, donc de la veille. Là, ça donnerait effectivement un signal de dire ok, les acheteurs maintenant lâchent un petit peu prise et c'est les vendeurs qui reprennent la main. Et la troisième unité de temps qu'on a, c'est l'intraday. Et en fait, en intraday, aujourd'hui, c'est clair, c'est simple, c'est net et c'est précis. On a des polarités positives de partout, on a des tendances, une pression haussière de partout. Comment est-ce qu'on fait pour s'en servir? Si on n'a pas, par exemple, peut-être moins d'expérience, etc., on utilise tout simplement des moyennes mobiles. Moyenne mobile, c'est quoi? On prend une moyenne mobile à 20 heures, une moyenne mobile donc à 20 périodes en données horaires, à 20 périodes ou à 50 périodes et ou à 50 périodes en données horaires, voire en données H4. Et tant qu'on est au-dessus, on est toujours dans cette pression acheteuse. Donc si on ne veut pas être contre le flux et contre le courant, là d'ailleurs vous voyez qu'il y a quand même pas mal de courant, si on veut naviguer contre ce courant-là, c'est très compliqué. Donc aujourd'hui, il faut mieux effectivement accompagner ce courant. C'est quand même beaucoup plus simple d'aller dans ce sens-là que d'aller dans ce sens-là. En fait, c'est exactement pareil finalement sur les marchés. Donc aujourd'hui, en intraday, on a un courant
qui est clair et vaut mieux l'accompagner jusqu'à ce qu'à un moment donné, finalement, ce courant est en train de s'apaiser, voire peut-être même de changer. Mais à ce moment-là, il nous faut des éléments tangibles. Aujourd'hui, les éléments tangibles, clairement, en intraday, on ne les a pas. Donc c'est pour ça, mettez-vous bien en fait des zones de polarité. Il faut faire le plus simple possible en fait à un moment donné. Il faut éviter en fait de chercher en fait midi à 14h et de faire trop compliqué. Donc aujourd'hui, on est dans une neutralité daily. On revient sur des zones weekly de vente, oui. Il nous faut des signaux concrets, ça c'est clair et net, au moins sur du daily pour avoir envie éventuellement de revendre. Et aujourd'hui en intraday, et si on n'est pas forcément à l'aise, moi clairement, je vais vous le dire, aujourd'hui acheter ces niveaux-là en weekly que je vendais il y a 2 mois, qui a fonctionné notamment sur le SP500 et sur lesquels finalement j'ai vendu et ça s'est très bien passé, notamment sur le SP, je ne vais pas racheter en fait ces mêmes niveaux-là aujourd'hui. Donc aujourd'hui, je suis pas à l'aise pour acheter, notamment en swing, ces niveaux-là. J'ai encore d'ailleurs un tiers d'exposition à la vente sur le CAC 40. J'ai absolument pas bougé, tout simplement parce que le CAC ne bouge plus depuis 2 mois quasiment. En fait, il est autour des 8000. Il a fait 7009, 8002. Là, on est à 8002. Peut-être que la semaine prochaine, on retombera à 8000. J'en sais rien. Mais en tout cas, aujourd'hui, j'ai aucune raison pour le moment de changer cette exposition-là, positivement ou négativement. Par contre, en intraday, je pense qu'il faut tout simplement pas trop se poser de questions, pas trop chercher les raisons d'un point de vue macro, parce que sinon voilà, on se pose beaucoup de questions. Pourquoi le marché monte? C'est lié au NFP, mais du coup les chiffres sont pas bons, mais ils peuvent être bons, etc. Donc je pense qu'il faut pas tourner comme un avion, suivre le courant du moment, et puis à un moment donné le courant s'inverse, et c'est pas grave. On coupe, soit on change de casquette rapidement, soit tout simplement sa casquette on la reprendra lorsqu'on aura des éléments qui iront dans notre sens. Et ça, je pense que c'était vraiment le message d'aujourd'hui. C'est en intraday, oui, il y a une pression positive acheteuse, on peut chercher tous les signaux qu'on veut sur toutes les unités de temps, en tout cas courtes et inférieures à l'horaire, ça fonctionne, puisque pour le moment le marché c'est ce courant-là qu'il a décidé. En swing, en hebdo, pour moi, acheter ces niveaux-là, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Aujourd'hui, le risque est un peu plus important que le potentiel sur ces niveaux-là, en tout cas. Et pour terminer sur la partie des crypto-monnaies, alors il faut savoir qu'il y a eu le halving, vous savez, cette division par 2 de la rémunération des mineurs, de ceux qui permettent justement que les blockchains fonctionnent sur le Bitcoin. Et il faut savoir que dans les 60 jours qui suivent le halving, globalement, la tendance est plutôt de l'ordre de -5, -15% sur le Bitcoin. Voilà, alors on n'y est pas, on est toujours dans des ranges, il n'y a absolument aucune alerte globale. Rodolphe, vous avez fait un point technique parfait dimanche dernier. Bon, on refera le débrief. D'ailleurs, on va reprendre un peu les choses sérieuses. Mercredi, on reprend du coup le débrief crypto. On verra ça tout en détail. Aujourd'hui, le marché est un peu en train de se stabiliser. On est globalement dans des ranges. Donc, il y a 2 stratégies. Il y a la stratégie long terme qui est de dire, OK, on attend des spikes, donc des excès baissiers pour pouvoir acheter. On les a eus, on paye, on attend. Et puis il y a la partie un peu gestion active où on essaie justement de dynamiser son portefeuille, et dès que ça rebondit sur les cryptos, nos cryptos favorites, ça sert à rien d'en avoir 2500 dans son portefeuille, il en faut 5, 6, 7 maximum. Dès que ça rebondit de 10-15%, on allège 30%, on prend 30% de bénéfices sur les cryptos justement, si on est sur justement ces fortes et qui rebondissent le plus vite. Et puis le reste, on laisse courir, ça retombe. Ce qui peut être d'ailleurs être le cas aujourd'hui. Encore une fois, je tourne la vidéo 2 jours avant la diffusion de ce débrief hebdo. Donc si ça retombe derrière, on reconstitue du coup cette gestion active. On reprend les 30% des positions qu'on a clôturées 10%, 15% plus haut. Et on continue à faire ce truc-là tout simplement parce qu'on est dans des ranges en fait daily. Voilà, on fera le point bien évidemment au débrief hebdo mercredi. Semaine prochaine, il y aura probablement un apéro avec Rodolphe et moi. Donc dans le courant de la semaine prochaine, n'hésitez pas à regarder du coup ma chaîne Twitch. On vous dira tout ça bien évidemment sur les réseaux sociaux, mais également sur IVT, vous le savez. La semaine prochaine, n'oubliez pas quand même, mercredi, il y a le chiffre d'inflation, le CPI aux États-Unis. Donc là, ce sera très très important. Il y a un mois, vous vous souvenez, le chiffre d'inflation était ressorti au-delà de ce qu'on attendait. Et c'est pour ça d'ailleurs que le marché a consolidé et commençait à consolider un petit peu, parce qu'en fait, le marché s'était complètement gouré sur ces 6 ou 7 baisses des taux en 2024. C'est ce qu'il a anticipé en début d'année. Finalement, aujourd'hui, c'est plutôt 1 voire 2 baisses des taux. Ces baisses des taux, du coup, qui augmentent avec l'emploi qui est en train de diminuer fortement, en tout cas plus que ce qu'on attendait en termes de création d'emplois. Bref, mercredi, l'inflation aux États-Unis, le bal des publications de résultats touche à sa fin, et maintenant c'est la macro qui va probablement reprendre le dessus. Merci à toutes et à tous. Il commence à faire très très chaud, je crois que vous voyez sur mon crâne, super luisant. Merci à tous en tout cas. Semaine prochaine, on reprend ça au bureau. Profitez de ces débriefs hebdo nature peinture, messieurs dames. Je vous souhaite un très bon dimanche. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre un like, un pouce vers le haut, ça motive toujours et ça fait toujours plaisir. Ciao ciao.